Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à Marc pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici, dans un lieu quand même scientifiquement et historiquement impressionnant. Donc je suis extrêmement honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Donc je viens de Poitiers, je pense que vous connaissez Poitiers, je l'ai localisé sur la carte. Bon, on est dans... Alors, juste pour la petite boutade quand même, il faut savoir, alors je ne suis pas originaire de Poitiers à la base, mais que Poitiers est quand même la troisième plus vieille université de France, après la Sorbonne et celle de Montpellier, donc c'est la petite publicité aussi un petit peu pour l'université de Poitiers. Donc je tiens à m'excuser parce que je ne savais pas trop sur l'auditoire, donc j'ai laissé des diapos en anglais, mais vous verrez, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est très très imagé, donc si ça pose problème, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis je suis parti de choses très générales, puis tranquillement on va aller un petit peu plus dans la partie un petit peu plus scientifique, et ça va être très très complémentaire en fait de ce qu'a présenté Marc. On est à peu près sur la même ligne directrice, donc ça va être extrêmement intéressant de discuter. Donc aujourd'hui on va discuter un petit peu des déchets, quelle est un petit peu la part des déchets dans notre société, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont surtout aussi les limites d'utilisation de ces déchets. Je vais parler un petit peu de l'énergie, mais pas trop, parce que vous l'aurez bien compris, qu'en fait, en termes d'approvisionnement, en termes de déchets, de biomasse, pour faire de l'énergie, c'est pas évident. Donc je vais passer assez vite sur l'énergie, pour ensuite basculer plutôt sur la partie chimie. Alors, je ne vais pas vous convaincre, pour commencer, que l'homme a un impact quand même assez important sur la planète, que ce soit à gauche en termes d'émissions de gaz à effet de serre avec les problèmes de réchauffement climatique dont on fait face aujourd'hui, tout ce qui est impact environnemental. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est rentré dans une ère que l'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire c'est une ère à partir de laquelle l'homme a un impact direct sur donc les périodes géologiques de la Terre. Et je vais vous donner tout à l'heure quelques petits chiffres qui vont probablement vous illustrer ça un petit peu plus en détail. Alors, est-ce que c'est la fin ? Bien évidemment non. C'est plutôt le début de quelque chose de nouveau. Et vous avez deux manières de penser pour les générations futures. Soit on écoute un petit peu ce qui se dit et on suit un petit peu des idées un petit peu extrémistes. On se dit, on se débarrasse de l'industrie chimique, plus du tout de chimie. Et à ce moment-là, ça va être très compliqué parce qu'à quoi va ressembler le monde ? Probablement à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une régression assez importante de la société. Est-ce que c'est vers là où on veut aller ? Bien évidemment, non. C'est plutôt l'autre option qu'on va regarder, c'est essayer de voir est-ce qu'on peut repenser un petit peu différemment les modes de production. Alors, on parle de la chimie. La chimie, dans le cadre d'un développement durable, n'est qu'un des acteurs. C'est à la base un problème sociétal. Mais au moins, dans le domaine de la chimie, est-ce qu'on peut repenser les procédés, revoir les choses un petit peu différemment. Et en fin de conférence, de cours, vous verrez quelques technologies, alors un peu plus exploratoires, mais qui vous montrent un petit peu le potentiel de rupture et comment on change un petit peu la manière, notamment pour activer un substrat. Donc si on veut faire ça, le premier objectif, bien évidemment, c'est de faire progresser la société. Il n'est pas question d'un retour en arrière. Et pour y arriver, il y a 4 piliers qui sont essentiels. Le premier, c'est la performance, c'est-à-dire que vous devez faire progresser une application, toujours dans ce souci de faire progresser donc, la société. Et bien évidemment, prendre en compte tout ce qui est impact sociétal, impact environnemental, et on est aussi dans une société qui aime bien un retour financier, et donc il n'y a pas de projet s'il n'y a pas de profit, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Marc, vous entendez beaucoup parler de décarbonation. Alors complètement en phase avec Marc, c'est un terme, je pense, qu'il faut bannir du langage. C'est un mensonge. La chimie, elle est et elle restera très probablement carbonée. Je pense qu'on parle plus de défossilisation de la société. Et vous avez plusieurs options aujourd'hui qui sont poussées, notamment en France. Vous avez tout ce qui est la capture du CO2, avec des technologies aujourd'hui qui deviennent économiquement intéressantes. Par exemple, on va utiliser des unités de capture du CO2 sur des sites industriels émetteurs de CO2, par exemple des aciéries. Il y en a un, par exemple, qui est en train de se monter à Dunkerque sur le site d'ArcelorMittal. Ce CO2, ensuite, soit vous pouvez l'enfouir, c'est aujourd'hui une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de convertir ce CO2 pour soit faire des carburants, des produits, sachant qu'évidemment, l'impact de cette transformation sur les émissions globales de CO2, c'est une goutte d'eau.
La deuxième option, c'est tout ce qui est électrification. Marc en a parlé un petit peu de la société, avec l'éolien, le solaire notamment, qui pousse beaucoup en ce moment. Tout ce qui va être économie circulaire, c'est-à-dire recycler, repousser le stade ultime où finalement la fin de vie de la molécule, c'est d'être brûlée. Et puis, vous avez deux autres options. C'est l'utilisation de la biomasse et des déchets de biomasse, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Et surtout, je voudrais vous montrer comment l'utilisation de cette biomasse nécessite derrière, et c'était un petit peu dans les conclusions de Marc tout à l'heure, d'aller repenser des nouvelles technologies qui vont être plus efficaces en termes de consommation d'eau, en termes d'énergie, en termes d'atomes, etc., etc. Et vous allez voir que c'est quand même relativement compliqué. Effectivement, tout n'est pas aussi beau en fait avec la biomasse comme on veut souvent le laisser penser. Alors pourquoi s'intéresser aux déchets ? C'est un petit peu résumé sur cette diapositive. Qu'est-ce que vous montre cette diapositive ? Vous avez ici en tératonnes la masse d'objets qui sont fabriqués. Si on regarde la Terre, elle produit annuellement, c'est à peu près stable, 1,2 tératonnes de biomasse. Alors, même définition que Marc tout à l'heure, biomasse c'est un règne animal plus végétal. Et puis ici, vous avez la masse cumulée d'objets qui sont fabriqués par l'homme. Alors, ça peut être des roues, des bâtiments, des métaux, etc., etc. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, la masse cumulée d'objets augmente. Et là, on est à un point de bascule où finalement, en masse, l'homme produit plus d'objets que la Terre ne peut produire finalement de biomasse. Alors, juste pour vous illustrer ça, on peut regarder, c'est estimé à peu près, la biomasse animale est estimée à peu près son poids à 4 gigatonnes. Et jusqu'en 2020, on a produit déjà en cumulé 8 gigatonnes de plastique. Et puis on peut continuer comme ça. Les arbres et les arbustes, c'est à peu près 9 gigatonnes. Et en termes de bâtiments, de routes, etc., on a déjà produit 1100 gigatonnes. Alors que l'homme, finalement, ne représente que 0,01% en poids de cette biomasse. Donc vous voyez l'impact extrêmement important que l'homme a sur la planète. Alors le message derrière cette diapositive, il est le suivant, c'est que finalement, au jour d'aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher nos matières premières dans les ressources terrestres, il devient peut-être assez judicieux d'aller regarder les ressources, cette fois-ci dans nos propres déchets, et on va voir un petit peu ce que l'on peut faire. Alors dans les déchets, on est lié évidemment à la biomasse pour faire la continuité de la présentation et le cours de Marc tout à l'heure. Et on va s'intéresser ici principalement, on ne fait pas parler des algues, on va principalement parler de biomasse terrestre. Et on va considérer, comme l'a dit Marc, deux types de biomasse. Des biomasses qui sont comestibles, qui vont plutôt être des huiles, et des biomasses qui sont non comestibles, plutôt ce qu'on va appeler donc de la biomasse lignocellulosique. Alors, est-ce qu'on peut faire de la chimie ou de l'énergie avec cette biomasse ? Avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre les volumes qui sont engagés derrière. Donc en fait, aujourd'hui, on est basé sur essentiellement des ressources fossiles, charbon, gaz, pétrole, et à 85 à 90% de ces ressources fossiles, c'est pour faire de l'énergie. Donc l'énergie, c'est carburant, chauffage, électricité. L'électricité, c'est un petit peu moins vrai en France parce qu'il y a un parc nucléaire qui est quand même bien développé. Mais à l'échelle mondiale, une grosse partie de l'électricité est faite à partir de ressources fossiles. Et là, bien évidemment, ce sont des volumes qui sont gigantesques. Si on raisonne, juste pour vous donner un ordre d'idée, vous savez qu'on raisonne en termes de barils de pétrole. Bon, un baril, c'est un baril classique, ça fait 159 litres. Si vous regardez par jour, j'ai bien par jour, si vous mettez tous ces barils côte à côte, vous faites 1,5 fois le tour de la Terre. Donc c'est pour que vous rendiez bien compte de volume dont on parle quand on va parler ensuite de biomasse ou de déchets de biomasse. Donc gardez bien ces chiffres en tête. Les 10-15% qui restent, finalement, qui sont un peu les déchets de l'industrie des carburants, qu'est-ce qu'on en fait ? On fait les produits de la vie de tous les jours, donc les plastiques, les additifs les additifs alimentaires, les cosmétiques, les détergents, les médicaments, etc. Donc bien évidemment, on est dans des tonnages et dans des volumes qui, là, cette fois-ci, sont beaucoup plus faibles, puisqu'on va utiliser 10 à 15% de ces ressources fossiles. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on peut substituer ces ressources fossiles, ou du moins une partie, par des ressources renouvelables,
Et là, on va bien sûr regarder très rapidement les deux scénarios. Je vais aller très vite dans le domaine de l'énergie. Vous allez vite comprendre pourquoi, et ça va rejoindre les conclusions de Marc tout à l'heure, qu'il y a un problème d'échelle et d'approvisionnement. Donc si on regarde l'énergie, je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, l'énergie, c'est 85 à 90% l'utilisation de ce carbone fossile, c'est-à-dire que par jour, hein, c'est une fois et demie le tour de la Terre, en termes de barils. Bien, si on regarde naïvement comme ça la biomasse sur Terre, on regarde l'énergie qui est stockée par la photosynthèse, donc ce sont des sources de l'AIE, hein. C'est 79 gigatonnes équivalent pétrole par an. Bon, si on regarde l'énergie, la consommation d'énergie, même si elle croît, elle est de 19 gigatonnes équivalent pétrole par an. Et puis en alimentaire, on mange à peu près 2 gigatonnes équivalent pétrole par an. Donc il n'y a pas besoin, quand on regarde ces chiffres, d'avoir fait de très très grandes études, de grandes écoles, pour voir 12 plus 2, 14. On est finalement assez loin des 79. Et donc qu'est-ce qui s'est passé il y a encore 20-25 ans? On s'est dit, finalement, il y a assez de biomasse sur la planète pour produire à la fois de l'énergie, des produits chimiques, tout en mangeant. Bon, vous imaginez bien qu'il y a un mais avec un grand M majuscule, parce que ce n'est pas si simple que ça. Alors juste pour vous illustrer très simplement, sur la pétrochimie, qu'est-ce qu'a fait la nature en fait? Vous avez des veines de charbon, vous avez des poches de gaz, vous avez des poches de pétrole, etc. Donc c'est très très localisé. Qu'est-ce que fait le chimiste? Il vient mettre sa raffinerie en surface, où il vient creuser, et puis il transforme sur site, au moins, il raffine, etc. Il fait les premières briques. Donc ça, c'est le premier point. Si on regarde le pendant d'une bioraffinerie, c'est-à-dire c'est une raffinerie, mais cette fois-ci, on ne rentre plus des ressources fossiles, on va rentrer ressources végétales. Le problème que vous avez, c'est que cette biomasse, si vous regardez, elle est dispersée sur tout le globe. Ça veut dire que la première chose qu'il va falloir faire, c'est de transporter cette biomasse. Et transporter cette biomasse, ça coûte cher, sans compter qu'aujourd'hui, pour le transporter, c'est de l'énergie fossile. Hein, et c'est à peu près 0,1, 10 centimes d'euros du kilogramme et par kilomètre parcouru. Donc si vous imaginez derrière les volumes et les volumes que ça représente, parfois juste le coût du transport, et vous êtes déjà plus compétitif en termes de prix pour une application dans le domaine de l'énergie. Donc aujourd'hui, une bioraffinerie, il y en a quelques-unes, elles vont ratisser la biomasse, je dirais, dans un rayon de 50 km, et économiquement, ils ne vont pas plus loin. D'accord ? Donc, lorsque vous faites ça, ça veut dire que, bien évidemment, vous n'avez pas des volumes extrêmement importants. Alors, on a d'autres problèmes derrière. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, on a un problème aussi de technologie, le disait Marc tout à l'heure, pour faire ces carburants à un coût compétitif. Juste pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on parlait d'éthanol, aujourd'hui, sortie de raffinerie, l'essence, le gasoil, il y a 40 centimes d'euros du litre. Alors, vous ne payez pas ce prix-là, la différence sont les taxes. L'éthanol, aujourd'hui, on le produit entre 1 et 1,20 € du litre. Donc, vous voyez très bien que l'éthanol, aujourd'hui, que vous mettez dans vos essences, notamment le samplon 95, vous ne pouvez pas non plus en mettre énormément parce que vous en mettez uniquement parce qu'il est défiscalisé. Si demain, vous deviez faire le plein, si on pouvait, imaginons, faire le plein avec de l'éthanol, vous imaginez à 1,20 € quand vous rajoutez les taxes de l'État, vous n'êtes pas prêt, ni vous ni moi, à faire le plein à 10 ou 12 € du litre. Ce n'est pas possible. Donc en fait, on est face aussi à un problème, à la fois de coût et un problème technologique. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de faire de l'éthanol avec les enzymes. On a souvent, nous, cette question, effectivement, on peut faire de l'éthanol, mais aujourd'hui, cet éthanol, il est extrêmement cher. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a de plus en plus d'unités d'éthanol qui ferment jour après jour à cause de ces aspects-là. Donc l'éthanol, oui, il y en a aujourd'hui dans les carburants, mais parce qu'il y a aussi des incitations politiques, financières derrière qui font qu'il y a de l'éthanol. Donc en gros, dans le domaine de l'énergie, vous l'aurez compris, et je vais conclure ici sur l'énergie, je pense que la biomasse ne sera pas sera un des acteurs probablement, mais pas l'acteur majoritaire. Et la biomasse, très clairement, sera limitée dans le domaine de l'énergie à des petites unités de production locales. Alors typiquement, dans ma petite campagne poitevine, effectivement, il y a un agriculteur à côté, ce que disait Marc tout à l'heure, fait de la méthanation avec ses résidus agricoles, récupère le biogaz pour chauffer ses exploitations agricoles, ça peut faire sens. Mais je pense qu'il ne faut pas imaginer des bioraffineries à très très grande échelle pour aller faire des biocarburants, etc. à partir de biomasse.
Alors l'énergie du futur, très probablement, alors c'est très difficile à prédire parce que le système est très très dynamique, il suffit de voir la guerre en Ukraine commencer à un petit peu changer, un petit peu toute la donne. Très probablement ce sera l'électricité, l'éolien, le solaire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, avec les problématiques aussi derrière du stockage de l'énergie, etc., etc. Mais je vais revenir un petit peu en fin d'exposé sur cet aspect-là parce que c'est des choses qui justement boostent aussi un petit peu la partie recherche dans le domaine de la biomasse. Alors là où je voudrais plutôt focaliser mon discours, c'est plutôt sur l'utilisation de cette biomasse, non plus pour l'énergie, mais faire les produits, donc tous les produits chimiques qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que là, vous comprenez, on est du coup sur des tonnages qui sont beaucoup plus faibles, puisque cette fois-ci, on va utiliser que 10 à 15% de ces ressources fossiles. Alors avant ça, là encore, il est nécessaire de regarder quand même ce que c'est qu'aujourd'hui l'industrie chimique, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et en termes de tonnage, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux sur la planète et on consomme de plus en plus. Aujourd'hui, je vous disais, l'industrie chimique consomme 10% de ressources fossiles, 7% en tant qu'énergie. Donc vous voyez, finalement, déjà, c'est déjà une industrie qui est extrêmement bien optimisée en termes d'énergie et ne consomme pas tant d'énergie que ça pour transformer ses matières premières. Donc si j'exclus l'ammoniac qui est principalement utilisé pour la synthèse d'engrais et le méthanol, eh bien, l'industrie chimique produit deux molécules principales que sont des oléfines et des aromatiques. À quoi ça sert ? À 90%, c'est pour faire des polymères, donc des plastiques, essentiellement pour l'emballage, l'électronique, l'automobile, etc., etc. Et les 10% qui restent, c'est tout le reste, les médicaments, les détergents, les cosmétiques, enfin tout ce qui est dans la vie de tous les jours. Donc ici, aromatique oléfine, on parle quand même d'un volume pratiquement d'un demi-milliard de tonnes de produits chimiques par an. Si je rajoute l'ammoniac et le méthanol, on est pratiquement à 1 milliard de tonnes de produits chimiques par an. Donc gardez bien, ce sont quand même des volumes qui sont extrêmement importants. Alors si on regarde en termes de bilan CO2, cette industrie chimique, effectivement, elle est un des acteurs qui émet du CO2, elle n'est pas la pire. Pourquoi ? Parce qu'on a, et c'est le problème aujourd'hui qu'on a, on est face à des procédés qui sont extrêmement bien optimisés. Elle ne contribue que, je dirais, entre guillemets, à 5% des émissions de CO2. En moyenne, on produit entre 1 et 2,5 kg de CO2 par kilogramme de produit. Donc si on veut être un petit peu provocateur, on pourrait dire qu'en fait, on produit majoritairement du CO2. Alors, il est nécessaire de faire quelque chose, bien évidemment, dans l'industrie chimique. Pourquoi ? Parce que le marché de la chimie croît à un rythme moyen de 3%. Ça suit tout simplement le développement au niveau de la planète. Et puis, depuis les accords de Paris, vous avez des taxes sur les émissions de CO2 qui font que, naturellement, si vous ne faites rien, le prix des produits chimiques va augmenter. Vous voyez, entre 200 et 1 000 $ la tonne d'ici 2050. Donc, bien évidemment, ça, ce sont des incitations pour aller développer des procédés qui vont mettre moins de CO2. Et c'est là un petit peu qu'arrivent ces déchets, ou cette biomasse au sens large. Et l'histoire, comment elle a commencé, ou je devrais dire comment elle a recommencé, parce qu'en fait, parfois on s'aperçoit, on redécouvre des choses qui ont déjà été plus ou moins fouillées, brevetées dans les débuts des années 1900, etc. Et en fait, on s'est intéressé au départ aux huiles végétales. Alors pourquoi les huiles végétales ? Tout simplement parce que quand on regarde la structure d'une huile ici, on reconnaît des chaînes hydrocarbonées, carbone-hydrogène. Donc c'est un petit peu ce que l'on a quand même, ce que l'on sait faire à partir du fossile. Et on retrouve ici ces chaînes, elles sont reliées à cette petite molécule ici qu'on appelle du glycérol, qui est une molécule à 3 carbones, qui est très proche aussi des molécules en 3 carbones type propylène que l'on va retrouver au niveau de l'industrie chimique. Donc initialement, on s'est dit finalement, on peut utiliser ces huiles, puisqu'elles ont des structures assez similaires ici, sans grand changement de technologie dans la chimie. Et effectivement, dans l'industrie pétrolière, on a à un moment incorporé directement des huiles avec des fractions d'origine fossile pour aller faire différents produits. Alors vous avez probablement toujours en tête, à l'époque, le moment où on disait on peut mettre des huiles végétales dans les moteurs, etc. On était vraiment à cette époque-là. Et effectivement, on pouvait le faire. Après, je ne vous le conseille pas sur les derniers moteurs HDI, etc. Donc ce qu'on fait, en fait, ce que faisait Marc, quand on fait au niveau industriel, on enlève en fait, la partie glycérol qui est responsable en fait, de la viscosité des huiles. En fait, on garde cette partie-là, qui est la partie là, un petit peu la plus fluide. Et voilà. Donc en fait, le gros problème avec ces huiles végétales, il y en a deux.
Le premier, c'est qu'elles ne représentent que 5% de la biomasse terrestre, ça veut dire qu'elles ne sont quand même pas en quantité énorme. Et puis le deuxième, c'est qu'on mange aussi ces huiles. Donc il y a un moment, soit on produit de la chimie, soit on mange. D'accord ? Et en fait, c'est ce qu'on appelle effectivement la biomasse de première génération. Donc ce sont ces huiles. Alors il y a une autre dont je n'ai pas trop parlé, mais ce sont les sucres. Alors ces sucres-là, ils viennent d'où ? Ils viennent par exemple de maïs, de betterave, de canne à sucre, d'amidon de pommes de terre. Donc c'est de la biomasse comestible et on pourrait aller faire des produits chimiques. Alors si on regarde un petit peu le potentiel en termes de gisement que l'on a sur cette biomasse première génération, si on regarde la production globale, on est à peu près à 3-4 gigatonnes par an. Ça veut dire que si on ne veut pas trop déstabiliser l'équilibre alimentaire-non alimentaire, on peut en utiliser, grosso modo, en termes de disponibilité, que 2% pour aller faire de la chimie. 2%, c'est quoi ? Ça veut dire que les projections qui ont été faites, c'est à peu près 60 à 80 millions de tonnes de produits chimiques par an. C'est-à-dire que c'est quand même seulement 5 à 10% de ce qu'on est capable aujourd'hui de produire. Gardons à l'esprit que la société elle continue à demander de plus en plus. D'accord ? Et ça, au rythme où on avance, au niveau recherche, il faudrait 20-25 ans pour arriver à ces chiffres-là. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt à 7 millions de tonnes par an. Donc vous voyez, tout simplement déjà pour une question d'approvisionnement et de disponibilité, il ne faut pas espérer avec cette biomasse de première génération. Certes, pour l'énergie, on ne pourra pas faire de carburant, mais même pour la chimie, il ne faut pas essayer d'espérer de faire des quantités, des volumes relativement importants. Alors, on s'intéresse à une deuxième source de déchets. Ce sont les déchets, cette fois-ci, que l'on ne mange pas, ce qu'on appelle de la biomasse lignocellulosique. Pourquoi ce nom-là ? Parce qu'en fait, vous avez 3 polymères principaux que sont la lignine, la cellulose, les hémicelluloses. Donc, ce sont des déchets que vous retrouvez, l'industrie de la forêt, par exemple, de l'agriculture avec de la paille, l'industrie du bois. Vous pouvez aussi en retrouver dans les déchets de l'alimentaire. Vous voyez, d'ailleurs, je fais une parenthèse, on parle beaucoup des déchets plastiques, etc. Mais le plus gros déchet qu'on produit, ce qui est quand même assez incroyable, ce sont des déchets alimentaires. Alors, finalement, ces déchets, si on regarde la disponibilité, cette fois-ci, on a quand même, en théorie, un stock relativement important. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a entre 6 et 18 gigatonnes par an de déchets de biomasse non comestibles, disponibles, je ne vais pas les appeler comme ça, mais qu'on pourrait potentiellement utiliser pour aller faire de la chimie. Et les projections qui ont été faites, c'est d'ici 2080, on pourrait potentiellement produire pratiquement un demi-milliard de tonnes de produits chimiques par an, ce qui fait que ça fait sens effectivement de se dire sur ces déchets de biomasse. Alors le problème de ces déchets, c'est qu'en fait, des déchets, le mot, il n'existe pas, en fait. Des déchets de biomasse, il n'y en a pas. Par exemple, si vous allez voir, et nous, on a eu pas mal de projets comme ça, il suffit d'aller voir, par exemple, un agriculteur, lui dire, je prends votre paille pour aller faire de la chimie. Lui, il utilise la paille pour son bétail, il utilise parfois de la paille pour l'amendement organique. Ça veut dire que du déchet, il n'y en a pas, on est plutôt sur des conflits d'usage. On va remplacer une utilisation par autre chose. Alors, le bois, effectivement, n'en parlons pas, il n'y en a pas. Des déchets de bois, il y en a très peu. Tout est déjà utilisé essentiellement pour des applications, soit de la construction, pour faire des plaquettes de bois, soit pour de l'énergie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, l'énergie aujourd'hui nous pose un petit peu problème dans le domaine de la chimie. Par exemple, l'éthanol, à coup de subventions, il y a énormément de projets qui soutiennent justement la production de carburant à partir d'éthanol. À partir du moment où vous faites ça, vous raflez toute la biomasse qui est disponible. Et là, derrière, pour aller faire de la chimie, ça devient compliqué. Vous avez beaucoup d'entreprises dans le domaine de la chimie qui, notamment, soulèvent ces problèmes-là. Parfois, ça pourrait aller faire sens sur des petits tonnages de la valeur ajoutée à aller faire de la chimie à partir de certains déchets. Malheureusement, ces déchets ne sont pas forcément mobilisables parce qu'ils sont déjà mobilisés pour une application énergie, sachant qu'effectivement, une application dans le domaine de l'énergie, on peut se poser la question. Alors, si on regarde cette biomasse de quoi elle est faite quand on est un chimiste, vous avez 3 principaux constituants. La lignine, qui est un polymère de composés aromatiques. Et puis, vous avez 2 polysaccharides, ce qu'on appelle des hémicelluloses, qui sont riches en 2 sucres, ce qu'on appelle le xylose et le glucose. Et puis, la cellulose, qui est riche en glucose. En fait, quand vous êtes chimiste, que vous regardez ces déchets de biomasse, en fait, vous voyez quoi ? Vous voyez 75% de sucre, d'accord ? Et tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je peux faire de la chimie à partir de ces sucres ?
Donc si on regarde cette fois-ci en termes de publications, vous allez voir un petit peu comment ça a évolué, ce que je vous raconte. Ici, vous avez le nombre de publications en fonction des années. En bleu, vous avez les huiles végétales. Et en rouge, c'est tout ce qui est donc déchets de biomasse, biomasse lignocellulosique. On voit très clairement au départ, on s'est intéressé beaucoup aux huiles végétales. On continue à s'y intéresser, mais très rapidement, on a bien vu les limites de ce système-là. Et dans le domaine de la chimie, vous voyez que le nombre de publications, c'est pareil sur les brevets, c'est même encore pire. Eh bien, on voit que maintenant, très rapidement, massivement, les chercheurs s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est déchets de biomasse plutôt que les huiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travaux sur les huiles, il y en a toujours, mais majoritairement, on cherche des solutions sur tout ce qui est biomasse lignocellulosique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets de biomasse ? Eh bien, on les envoie dans ce qu'on appelle des bioraffineries. Alors, vous en avez une au nord de Paris, qui est vers Paumacle. Alors, ce sont plus des unités pilotes que réellement des unités industrielles. Qu'est-ce qu'on fait ? On va envoyer ces déchets, on va faire ce qu'on appelle un pré-traitement. Ce pré-traitement, il a pour but de fragiliser un petit peu ces déchets. Imaginez, vous rentrez des copeaux de bois, on ne peut pas utiliser directement des copeaux de bois comme ça, donc on va le fragiliser. C'est un moment aussi où on va extraire des molécules qui sont en très faible quantité, mais qui ont une valeur ajoutée extrêmement importante. Donc, par exemple, ça peut être de l'essence de térébenthine, ça peut être du limonène si vous entrez dans votre bioraffinerie des écorces d'orange ou des choses de ce type-là. Et puis, le rôle principal de cette bioraffinerie, ça va être de fractionner les principaux constituants de ces biomasses. Donc, d'un côté, on va sortir la lignine. Très, très compliqué aujourd'hui, la lignine. Pourquoi ? Parce que suivant la plante, suivant son origine, suivant la nature du sol, etc., on a des compositions de lignine qui sont très, très différentes. Et donc, du coup, ça oblige à chaque fois à adapter votre procédé, et c'est pratiquement impossible. Donc, dans 98% des cas, cette lignine, on la brûle pour produire de l'énergie à la bioraffinerie. Alors, ce n'est pas le cas idéal, mais au moins, pendant ce temps-là, on ne brûle pas du carbone fossile. La seule application aujourd'hui industrielle, ou du moins à grande échelle de la lignine, c'est la production de vanilline. Donc, c'est la société Beauregard qui fait ça. Et donc, vous avez à peu près que 2% aujourd'hui de la lignine qui est valorisée en un seul composé, qui est la vanilline. Alors, il y a quelques projets qui sortent aussi pour faire des fibres de carbone, notamment chez Arkema, à partir de lignine. Bon, principalement, on s'intéresse au sucre. Je vous disais, c'est 75% de sucre. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une hydrolyse de ces sucres pour obtenir un jus sucré et ensuite se dire, est-ce qu'on peut faire des produits chimiques ensuite à partir de ces sucres ? Alors, vous avez deux manières de faire un produit chimique. La première qui est historique, il y a ce qu'on appelle la méthode de drop-in. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ? Vous avez un produit qui est sur le marché, qui est typiquement fait à partir de ressources fossiles, pour X raisons, qui peut être une législation. Vous allez vous dire, je ne la fais plus à partir de ressources fossiles, je vais la faire à partir de biomasse. Donc là, le driver, c'est très clair, c'est le prix. C'est-à-dire que vous et moi, on ne va pas acheter, par exemple, un téléphone portable 10 fois plus cher parce qu'il est fait à partir de ressources biomasse plutôt que de ressources fossiles. D'accord ? Donc, une fois que vous avez dit ça, le prix, c'est finalement comment est-ce qu'on produit à un coût compétitif, et derrière, ça soulève des verrous scientifiques de premier plan dont on va discuter tout à l'heure. La deuxième option, qui est probablement la plus astucieuse, vous allez voir, c'est plutôt de tout casser, c'est de se dire, tiens, je vais plutôt tirer profit de la fonctionnalité chimique qui est présente dans la biomasse pour essayer d'amener des propriétés différentes que j'ai beaucoup de mal à avoir avec des ressources fossiles et potentiellement donc aller vers des nouvelles applications, des nouveaux marchés. Alors vous avez notamment toute une chimie autour des polysaccharides. Alors c'est dommage quand on regarde, on les voit, si vous regardez, vous faites les courses, vous regardez les ingrédients, c'est tous les E quelque chose, ils sont un petit peu masqués, mais tous ces polysaccharides arrivent en masse dans les produits ménagers, notamment pour des propriétés épaississantes, les colles à tapisserie par exemple, il y a beaucoup de choses. Et ces polysaccharides sont intéressants parce que ce sont des polymères naturels pour lesquels on arrive à avoir des propriétés qu'on n'arrive pas à avoir avec des polymères pétrosourcés. Et notamment, également, même si ce n'est pas une règle générale, des propriétés de biodégradabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sucres ? Donc ici, je vous ai mis, c'est un document de l'ADEME, ça, je vous ai mis différents sucres qu'on a majoritairement issus de nos déchets. Le message ici, il est simple, c'est de vous dire qu'au niveau académique, on est capable de faire beaucoup de molécules à partir de ces sucres. Je vous en ai mis quelques-unes, je ne vous ai pas mis tous les produits aval. On les fait par voie fermentaire, par catalyse, par thermochimie, par pyrolyse, etc., etc. Bon, grosso modo, on sait faire aujourd'hui une myriade de produits chimiques à partir des sucres. Qu'est-ce qu'on attend comme intérêt sur ces sucres ?
mais le disait Marc tout à l'heure, c'est un avantage en termes d'émissions de CO2. Je ne vais pas revenir, ça a été très bien expliqué tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir un cycle de régénération du CO2 qui soit relativement rapide. Bon, alors si on regarde sur ce graphe, que je vais vous détailler un petit peu, qui est assez important, qui est un graphe qui a été publié par Shell et qui est extrêmement important, ici, vous avez différents intermédiaires chimiques. Retenez pas les noms, retenez juste qu'ici, ce sont des intermédiaires en chimie. Ici, en abscisse, vous avez la tonne de CO2 émise par tonne de produit selon des voies fossiles et la tonne de CO2 émise par tonne de produit selon des voies, je dirais, issues de biomasse. Bon, le deal, hein, c'est d'être en dessous cette ligne, c'est-à-dire d'avoir un bilan CO2 positif. Deux choses. On s'aperçoit finalement bien que ça dépend beaucoup du sourcing. D'accord ? Globalement, effectivement, on est plutôt positif en CO2. On va modérer ça un petit peu tout à l'heure, mais globalement, on est positif, mais ça dépend quand même du sourcing. En rond, les ronds blancs, ici, c'est issu de la canne à sucre. Les triangles noirs, c'est du maïs. Ben, vous voyez que pour certains, ça devient complètement, même en termes de bilan CO2, ici l'acide adipique, il vaut mieux le faire par voie pétro que de le faire à partir de maïs. Pourquoi ? Parce que les cultures de maïs sont aussi très demandeurs en eau, très énergivores, etc. Mais globalement, si on regarde, ben, finalement, on s'aperçoit qu'on a un gain CO2 qui n'est pas si évident que ça, qui n'est pas si net que ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il faut bien différencier le CO2 que vous récupérez lié à la séquestration du CO2 atmosphérique par les plantes, du CO2 que vous allez émettre pour transformer cette biomasse. Et au jour d'aujourd'hui, la chimie, la pétrochimie est extrêmement bien optimisée. On a très clairement un manque de technologie aujourd'hui pour transformer efficacement cette biomasse. Et donc, on fait face à des procédés qui sont souvent énergivores, et ça revient au ratio qui vous a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire que si je prends le bilan CO2 total, le CO2 que j'économise parce qu'il est séquestré par la plante, du CO2 que j'émets suite à mon procédé de transformation, et cette énergie aujourd'hui, elle est majoritairement fossile, eh bien, dans beaucoup d'écarts, on est tout juste un petit peu rentable en termes de bilan CO2. Donc, alors oui, un point important qu'il ne faut pas oublier également là-dessus, c'est qu'un produit biosourcé n'est en aucun cas un produit durable, il faut le démontrer. Donc, il y a plusieurs métriques qui existent, plusieurs méthodes, vous avez des analyses de cycle de vie. On a aussi des problèmes de qualité de l'air, de l'eau, des conflits d'usage, des problèmes de biodiversité, d'érosion des sols, etc., etc. Tout ça, ça doit être pris en compte et ça l'est généralement au travers d'analyses de cycle de vie. Alors maintenant, si on regarde, on voit qu'on peut faire beaucoup de produits chimiques, au moins au niveau académique. Maintenant, si on regarde la réalité industrielle, je vous ai mis ici, vous avez les échelles de maturité, ce qu'on appelle les TRL. Donc ici, vous êtes au stade commercial. Ben, vous apercevez que bien qu'on est capable, au niveau académique, de faire une multitude de produits chimiques, si vous regardez au niveau industriel, ben, vous commencez à les compter sur les doigts de la main. Il n'y a pas tant de succès que ça. Alors on peut, en vert, vous avez les procédés fermentaires, on va parler de l'éthanol, l'acide acétique, etc. En jaune, vous avez les procédés catalytiques, furfural, xylitol, sorbitol, etc. Alors pourquoi c'est compliqué d'atteindre l'échelle industrielle ? Parce qu'on a beaucoup de mal à atteindre les spécifications de l'industrie chimique aujourd'hui. Lorsqu'on travaille avec les sucres, moi, je pense que vous cuisinez, vous allez tous comprendre le problème qu'on a. Lorsqu'on chauffe un sucre, on caramélise. Alors quand on cuisine, c'est sympa. Dans un réacteur en chimie, ça pose des problèmes, parce que bien évidemment, nettoyer un réacteur dans lequel ça a caramélisé, je vous laisse imaginer un réacteur de 10 mètres cubes, ce qui peut se passer. Et en plus, ça vient se déposer sur nos catalyseurs, les catalyseurs sont empoisonnés, la réaction s'arrête. Le caramel, c'est le cauchemar pour le chimiste dans la chimie des sucres. Donc pour éviter de faire ce caramel, qu'est-ce qu'on fait ? On fait exactement comme on cuisine, on va rajouter de l'eau. Et lorsque vous rajoutez de l'eau, la probabilité de rencontre entre deux sucres est beaucoup plus faible. Et à ce moment-là, ça vous permet d'augmenter la sélectivité, de faire plus sélectivement votre produit. Alors ça, c'est bien sur la sélectivité. Par contre, si vous regardez la productivité des réacteurs, c'est-à-dire la masse de produits que vous allez pouvoir faire par mètre cube et par heure, vous apercevez que vous êtes très très loin des spécifications industrielles. Et ce que l'on fait majoritairement au niveau académique aujourd'hui, pour être un petit peu provocateur, c'est plus presque de la dépollution de l'eau que réellement de la transformation des sucres. D'accord ? Je vais vous donner quelques critères tout à l'heure. Donc la grande question en matière de recherche aujourd'hui sur ces chimies biosourcées, c'est comment est-ce qu'on va être capable de développer des technologies
bien sûr sélective, la sélectivité c'est le maître mot, à partir de solutions beaucoup plus concentrées de sucre. Et là, ça commence à poser problème. Alors, quel est le souci ? Il faut repenser un petit peu la chimie. La chimie, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, elle est basée sur les ressources fossiles. C'est-à-dire qu'on va essentiellement manipuler des molécules qui sont à faible degré d'oxydation. Donc, qu'est-ce qu'a fait la chimie pendant des années et des années sur la pétrochimie, notamment ? Et on a oxydé cette matière première pour créer de la complexité, de la diversité moléculaire. Donc, bien évidemment, plus vous complexifiez, plus vous augmentez les coûts de production, mais plus vous allez vers des molécules de relativement haute valeur ajoutée. Donc, typiquement, les carburants, vous êtes ici, carbone, hydrogène, prenez un vaccin, vous êtes de l'autre côté. D'accord ? Lorsque vous prenez des déchets de biomasse, et c'est encore pire sur le CO2, c'est un petit peu l'inverse. Vous avez une matière première qui contient beaucoup d'oxygène. Donc, bien évidemment, si vous voulez faire la même chose que ce qu'on fait à partir du pétrole, retrouver les mêmes intermédiaires, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir enlever de l'oxygène de cette biomasse. Et plus vous allez enlever de l'oxygène, plus vous allez vous déplacer là sur cette droite pour atteindre le point de croisement ici. Bien évidemment, plus vous allez avoir des étapes de production, donc plus ça va coûter cher, mais à l'inverse, plus vous allez vers des produits de faible valeur ajoutée. Il y a un moment, économiquement, ça ne va pas passer. Le message, c'est quoi ? C'est de dire vous avez plutôt intérêt à rester le plus proche possible de la structure de cette biomasse si économiquement, vous voulez avoir quelque chose de réaliste. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe un petit peu. Je vous ai mis sur ce graphe, vous avez la teneur en oxygène et en azote dans les produits biosourcés. Ici, c'est c'est le prix de mise sur le marché des produits. Et on voit très clairement, vous voyez ici, que plus on va garder de l'oxygène ou de l'azote dans la biomasse, plus on va avoir une valeur ajoutée des produits qui va être importante. Et c'est pour ça aujourd'hui que ça fait sens. Les petits produits chimiques que l'on voit aujourd'hui, alors certes des petits tonnages, mais qui sortent à partir de biomasse, ce sont des alcools, ce sont des acides carboxyliques, comme l'acide acétique, par exemple, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu où on en est. Alors, aujourd'hui, on peut essayer de prédire un petit peu si économiquement, est-ce que ça fait sens de partir dans certaines réactions. Alors, il y a des choses qui sont très simples à regarder, qui paraissent naïves comme ça, mais finalement, c'est toujours intéressant de les prendre en compte. C'est de se dire qu'à minima, le coût de production de mon produit doit être au moins égal au prix de marché du produit. Sinon, je perds de l'argent. Et en fait, vous avez une équation simple. Vous faites le ratio. Donc ça, c'est le prix de la matière première. Donc le coût de production, c'est le prix de la matière première, plus le nombre d'étapes réactionnelles, multiplié par 200. C'est quoi cette constante ? C'est à peu près le coût d'une étape en chimie. D'accord ? Grosso modo, vous avez le coût de production. Si vous le divisez par le prix du marché du produit, au moins, vous devez être en dessous de 1. Sinon, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, en fait, vous devez vous situer en dessous de cette droite. Et il y a des projections qui ont été faites. Par exemple, si vous prenez du glucose, qui est à peu près à $300 la tonne, on voit que si on fait ce type de composés, qui sont des composés oxygénés, finalement, économiquement, déjà avant de faire la manip, ça fait relativement sens d'aller faire ces petits alcools ou ces acides à partir de glucose. Par contre, si vous voulez commencer à tout réduire, à vous dire je vais aller faire de l'hydrogène, je vais aller faire de l'éthylène ou du benzène à partir d'un glucose à $300 la tonne, vous apercevez que là, économiquement, même sans parler de verrou scientifique, etc., dès le départ, c'est pratiquement mort. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas-là si vous voulez faire de l'hydrogène à partir de biomasse ? Vous n'avez pas trop grand choix, soit vous diminuez le nombre d'étapes réactionnelles et là vous avez besoin d'un apport en sciences, soit vous prenez une matière première qui va être beaucoup moins onéreuse et généralement on va switcher de glucose raffiné issus qui sont plutôt de glucose alimentaire à des résidus de biomasse, mais là derrière ça va vous soulever d'autres verrous scientifiques liés à la lignine, à d'autres coproduits, etc., etc. Ces critères-là, ils sont intéressants parce que ça vous permet quand même d'aligner les grandes questions scientifiques que vous allez avoir sur cette biomasse sur des grands défis de la société derrière. Alors vous avez beaucoup de critères, je vais pas vous les mentionner en détail, mais ils sont assez intéressants parce qu'ils vous permettent de comprendre à quel point aujourd'hui l'industrie chimique elle est optimisée et comment finalement c'est très compliqué d'aller rentrer en compétition avec l'industrie fossile. Donc en termes de déchets, par exemple, généralement on s'attend à produire moins de déchets
que de produits. On va avoir, par exemple, des productivités de réacteurs qui vont être au-dessus de 100 à 500 100 à 500 tonnes par mètre cube et par heure. Quand on s'amuse à faire un petit peu les calculs dans nos labos sur nos petits récipients, on s'aperçoit qu'on est parfois très très loin de ces valeurs-là. On va avoir également des concentrations en produits. Je vous disais tout à l'heure, on va essayer plutôt de travailler en milieu concentré. Donc on va être au-delà de 10% en poids de matières premières. Aujourd'hui, en sucre, on est plutôt aux alentours de 2% en poids dans l'eau. Donc en fait, éliminer de l'eau à la fin, c'est extrêmement énergivore. Et puis 1 kg de catalyseur fait à peu près 1 tonne de produit. C'est-à-dire que c'est quand même, on a beau essayer parfois de recycler nos catalyseurs, vous apercevez quand vous l'avez recyclé 10 fois, vous êtes content, mais ce n'est pas 10 fois qu'il faut le recycler, c'est peut-être 10, 15 000 fois qu'il va falloir recycler le catalyseur. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, switcher radicalement et très rapidement d'une ressource qui va être fossile à un déchet, ça va prendre du temps en termes de recherche pour aller innover et être compétitif. Alors aujourd'hui, c'était en 2019, je n'ai pas les chiffres les plus récents, voici le marché de l'industrie biosourcée en Europe. Donc vous avez ici les différents secteurs, vous avez le marché européen biosourcé, vous avez ici le marché total, et puis vous avez la part du biosourcé dans ces différents marchés. Alors qu'est-ce qu'on voit en bas, au jour d'aujourd'hui, on substitue que 3% de ces ressources fossiles par des ressources biosourcées. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, on a des problèmes de coûts de production, on a des problèmes de technologie qui ne sont pas assez avancés pour convertir soit de manière sélective, soit de manière environnementalement acceptable, ou soit tout simplement à un coût compétitif ces molécules. Alors il y a quand même des disparités aujourd'hui. Si vous prenez des secteurs qui sont très proches du consommateur, qui lui est très demandeur de molécules biosourcées, comme la cosmétique, les détergents ou les peintures, là vous voyez par contre que vous avez un taux de remplacement des molécules pétrosourcées par des molécules biosourcées qui est beaucoup plus important. C'est également boosté aussi par des législations, notamment dans la cosmétique, qui vont bannir certains produits pétrosourcés. Et donc là, il n'y a pas le choix que de mettre du produit biosourcé. Et l'autre chose que j'ai à manger, je ne sais plus ce que je voulais vous dire là-dessus, très important, c'est qu'en fait, ce sont des secteurs où en fait, vous avez généralement une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'un produit cosmétique, vous savez comme moi, ça ne coûte pas le même prix qu'un carburant. Et donc en fait, ce sont des secteurs, ils peuvent se permettre de répercuter quelque part la marge liée au surcoût que vous avez pour la production de ces molécules biosourcées. Mais globalement, retenez quand même que dans l'industrie chimique, on ne substitue que 3% de ces matières fossiles. Donc aujourd'hui, les 5 grands marchés qui drivent un petit peu cette chimie biosourcée, c'est la construction, c'est l'automobile. Par exemple, vous avez des tableaux de bord aujourd'hui qui sont faits en fibres de chanvre, sont des polymères d'origine végétale. Vous avez tout ce qui est packaging, bien évidemment, ça pousse énormément sur le packaging. Tout ce qui est détergents et cosmétiques, qui est très très demandeur de molécules biosourcées. Ce qu'ils vont chercher derrière, alors ce n'est pas une règle générale, mais c'est quand même plus facile souvent, c'est la biodégradabilité des molécules, que ce que vous imaginez bien, que ça, ce sont des produits qui vont terminer un jour dans l'environnement. Alors c'est un marché aujourd'hui de 10 milliards d'euros par an. On substitue en industrie à peu près 11% des matières premières fossiles par des matières premières d'origine végétale. Et on a atteint un plateau, on a du mal à aller au-delà. Le gros avantage pour la chimie, c'est quand même qu'il y a une perception qui est plutôt bonne du grand public sur ces produits biosourcés, même si derrière, il faut faire attention, parfois il y a un petit peu quand même de greenwashing. Et puis, cette chimie, elle croît à un rythme à peu près identique à celui de la chimie, entre 3 et 5%. Et les projections d'ici 2035, avec les progrès que va faire la science, on s'attend à des projections de l'ordre de 15% par an. Alors, quelles sont les attentes en matière de recherche? Et là, je vais switcher un petit peu plus sur la partie un petit peu plus recherche amont. Il y a 4 grands domaines dans le domaine de la chimie biosourcée. Le premier, c'est une meilleure compréhension de cette biomasse. Finalement, on comprend très mal, et je vais vous donner un exemple tout à l'heure, un petit peu comment cette biomasse elle est fabriquée. Et ça, c'est important parce que si on ne comprend pas ça, elle est extrêmement compliqué de mettre en place des procédés pour aller la transformer, la désassembler, la déconstruire, etc., etc. Vous avez également énormément d'attentes pour les gens qui sont plus dans le domaine des biotechnologies sur tout ce qui va être meilleure compréhension des systèmes biologiques. Vous avez également beaucoup d'attentes sur les nouveaux outils dont on parle beaucoup en ce moment,
tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, là, l'objectif, c'est d'essayer de prédire, entre guillemets, certains comportements et surtout d'essayer de dérisquer certains projets, notamment pour des industriels. Ça leur permet d'aller un petit peu plus vite sur cette transition. Et moi, je vais vous parler un petit peu plus sur les nouvelles technologies parce que, en fait, l'introduction de ces déchets change quand même radicalement la manière dont on repense un petit peu l'activation de ces molécules. Alors, quel type de technologie on va pouvoir utiliser? Je ne sais pas, Marc, combien de temps il me reste? Ok, ça marche. Donc, en fait, globalement, qu'est-ce qu'on fait avec la pétrochimie? On fait une activation qu'on va qualifier chimique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a deux produits, A plus B donne C. Ce qu'on veut faire, c'est réduire l'énergie d'activation de la réaction. Et donc, pour ça, on va utiliser un catalyseur qui permet aussi de contrôler la sélectivité de la réaction. Et puis, on utilise une énergie qui est fossile aujourd'hui. En fait, quand on regarde un petit peu aux origines de la vie, la nature, elle procède un petit peu différemment. Elle, ce qu'elle fait, elle va plutôt faire des espèces excitées, des électrons, des ions. Pourquoi elle fait ça? C'est qu'en fait, lorsque vous prenez ce type d'espèces excitées, généralement, vous avez des énergies d'activation qui sont proches de zéro, donc les réactions se font beaucoup plus facilement. Et puis, elle contrôle un peu la sélectivité en jouant sur des champs électriques, des champs magnétiques, de la lumière, de la chaleur. Puis, bon an, mal an, elle a inclus donc, de l'eau pour aller vers des systèmes de plus en plus élaborés, des enzymes pour contrôler la sélectivité, etc., etc. Et la grande question aujourd'hui, en termes de recherche très exploratoire, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on peut changer plutôt que d'être dans un système d'activation purement chimique des molécules, plutôt partir dans une activation physique. Et ça, c'est très boosté, fortement boosté en ce moment par l'électrification de la société. Donc ici, je vous ai mis ici, vous avez le prix de l'électricité en fonction des années. Et ce qu'on voit ici en jaune et en bleu, c'est l'électricité, donc en jaune solaire et en bleu éolien. Et on s'aperçoit que finalement aujourd'hui, que l'électricité d'origine renouvelable, eh bien, finalement, est produite à un coût finalement qui est plus bas que de l'électricité d'origine fossile. Alors certes, attention, ça ne veut pas dire qu'elle est plus abondante, mais au moins, elle est produite à un coût plus faible, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce qui fait quand même ça ouvre la voie pour aller repenser d'autres technologies, et ça pousse beaucoup autour des micro-ondes, des ultrasons, des plasmas, l'électrochimie, etc., etc. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il y a beaucoup de molécules en chimie. C'est juste pour vous dire, en fait, dans les déchets, on a un problème, c'est la cellulose. La cellulose, elle est très, très récalcitrante. La nature, elle a fait les choses extrêmement bien. Preuve, quand il pleut, les arbres, ils sont toujours là. Et en fait, très longtemps, on essaye d'activer cette cellulose, soit avec des catalyseurs acides, on n'y arrive pas. Avec des enzymes, on y arrive, mais ça coûte très cher, on est dans un milieu dilué. Et finalement, on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire une activation physique, regarder un petit peu ce qui se passe? Et donc, en fait, on peut utiliser, par exemple, des plasmas. Alors, les plasmas, c'est quoi? C'est un gaz ionisé que vous allez obtenir en appliquant une très forte différence de potentiel entre deux électrodes qui vont être isolées avec un diélectrique et vous créez des ions, des électrons, etc. Et effectivement, si vous traitez la cellulose sans solvant, sans catalyseur, juste par un gaz ionisé, comme le fait la nature, eh bien, vous pouvez activer l'eau qui est contenue dans la cellulose, générer des radicaux OH, et vous allez avoir la coupure oxydante, vous commencez à couper. Et comme vous n'avez pas de solvant, à un moment, vous allez sécher votre système, donc vous n'avez plus d'eau, et les radicaux, vous allez les faire sur vos chaînes de cellulose, et le système revient en arrière pour repolymériser. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous partez d'une cellulose qui est très, très récalcitrante, et après un traitement physique, ce n'est plus du tout une cellulose, c'est quelque chose qui est complètement réarrangé. C'est un polysaccharide qui, lui, a des propriétés physico-chimiques complètement différentes, que vous allez pouvoir dissoudre et que vous allez pouvoir transformer beaucoup, beaucoup plus facilement. Alors, je vais vous montrer un exemple qui a atteint aujourd'hui et qui va probablement vous parler, parce que c'est un exemple de la vie de tous les jours qui a atteint l'échelle aujourd'hui, pas commerciale, mais pratiquement. Ce sont ces petites molécules. Alors, ces petites molécules, c'est quoi? C'est quelque chose, vous en avez mangé ce matin, vous en êtes mis sur la peau, j'en suis sûr et certain. C'est ce qu'on appelle les alkylglycosides. Alors, c'est quoi ces bébêtes? C'est qu'en fait, on prend du glucose raffiné, issu de déchets alimentaires, typiquement, et on vient le coupler avec un alcool qui est issu des huiles, un petit peu d'acide sulfurique, vous n'avez pas de solvant, vous formez le produit. Ce sont des molécules qui sont dites tensioactives, vous les utilisez pour faire des mousses, donc vous utilisez dans les cosmétiques, dans les détergents, etc., etc., et en alimentaire. Si on regarde le prix de cette molécule, c'est à peu près 1,50 € du kilo, on se dit, bon, ça, c'est pas très très cher.
ben, c'est encore trop cher par rapport à ce qu'on fait par rapport à des analogues pétrosourcés, puisque vous avez des analogues pétrosourcés, eux, ils sont plutôt aux alentours de 1 € du kilo. Donc en fait, ça limite un petit peu l'émergence de ces produits sur le marché. Donc si vous rappelez un petit peu les petites équations que je vous ai montrées tout à l'heure, vous avez deux manières de baisser le coût. Soit vous optimisez le procédé catalytique, baissez le nombre d'étapes, bon, là il n'y en a qu'une, ça va être compliqué. Donc l'autre option, c'est de travailler sur une source moins onéreuse de sucre. Plutôt que de partir de sucre alimentaire, en France c'est essentiellement de la betterave, hein, pourquoi pas partir de paille, où là vous divisez le coût de la matière première par 5, et donc potentiellement on s'attend à avoir un coût derrière qui va être beaucoup plus faible. Donc bien, la société ARD, donc ça c'est un projet qui était là, je dirais, avec plusieurs industriels et plusieurs académiques, mais vous avez une société qui est une bioraffinerie qui s'appelle ARD, qui est au nord de Paris, qui avait développé un procédé, donc à partir de la paille, ils sortent la lignine, qui ici est brûlée pour produire de l'énergie. On récupère les sucres, donc je vous disais tout à l'heure les hémicelluloses, donc ARD fait son business sur les hémicelluloses pour faire ces fameux tensioactifs. En fin de réaction, il reste cette cellulose. Je vous disais, elle est récalcitrante, et on la retrouve en fin de réaction. Et bien évidemment, on ne sait pas trop quoi en faire. Et l'idée, malheureusement, c'est que cette cellulose, souvent on fait du papier, mais elle n'a pas les propriétés ici, suite au procédé, elle n'a plus les propriétés pour être utilisée dans l'industrie du papier. Donc il y avait une forte demande de se dire, finalement, est-ce que je ne peux pas trouver un procédé pour transformer cette cellulose pour aller faire ces tensioactifs. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il est important de comprendre un petit peu comment la biomasse elle s'est construite, en fait, lorsqu'on regarde les travaux, et jusque récemment, les travaux sur la cellulose, on s'est toujours dit, en fait, la cellulose, elle est récalcitrante. Pourquoi ? Parce que vous avez un fort réseau de liaison hydrogène entre les sucres, vous avez ce qu'on appelle des forces de Van der Waals, qui font que les chaînes, elles sont comme ça, elles sont paquées les unes aux autres. C'est extrêmement dur d'aller les transformer. Bon. Et puis finalement, on s'aperçoit depuis peu, en fait, que les effets ne sont pas essentiellement au niveau macromoléculaire, mais ils sont plutôt au niveau moléculaire, au niveau de la liaison ici entre les deux sucres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez deux mécanismes de défense qui sont extrêmement sophistiqués que met au point la nature. Vous avez ici, en fait, on va appeler ça un effet exoanumérique. Retenez juste qu'en fait, c'est un transfert d'électrons et en fait, la conséquence, c'est que vous venez raccourcir les liaisons carbone-oxygène. Si vous raccourcissez une liaison, elle devient plus dure à casser. Et puis, vous venez surtout établir ces deux liaisons hydrogène. Donc, en fait, clac, vous venez loquer la structure. Le deuxième effet, c'est que nous, naïfs, en catalyse, en chimie, on va envoyer un catalyseur acide dessus. Donc, notre proton, où est-ce qu'on va vouloir l'envoyer ? C'est sur l'oxygène ici, donc sur un site basique. Et malheureusement, là encore, la nature, elle est astucieuse, c'est qu'en fait, les sites basiques, ce sont essentiellement, les plus basiques, ce sont essentiellement les oxygènes qui sont autour de cet oxygène, ce qui fait que votre proton, dès qu'il approche ici, hop, il est piégé, et notamment par CH2OH, qui est le site le plus basique. Ce qui fait que si vous regardez aujourd'hui l'énergie que vous avez besoin pour aller couper cette liaison, 90% de l'énergie, c'est pour aller protoner. D'accord ? Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que malheureusement, tous ces effets, et on s'en rend compte, ils sont maximum dans l'eau. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est dit on va couper la cellulose dans l'eau, mais c'était le pire solvant, l'eau. Et vous allez voir la conséquence tout à l'heure. Et en fait, vous avez des Allemands qui ont publié un procédé qui est extrêmement performant en rupture. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle de la mécanocatalyse, c'est-à-dire qu'ils ont fait du broyage de cette cellulose. Et lorsque vous broyez à l'état solide, qu'est-ce que vous faites ? Vous cassez ces liaisons hydrogènes, d'accord ? Et donc la position, donc vous tordez les chaînes de cellulose, et la position ici, naturellement, elle devient beaucoup plus réactive. Mais si vous arrêtez votre broyage, le système il revient en arrière, il revient à sa position initiale. Mais si pendant le broyage, au moment où vous tordez tout ça, et que vous activez cette position-là, que vous avez un catalyseur acide qui traîne, eh bien effectivement, vous allez pouvoir protoner cette liaison, et donc couper la liaison glycosidique, et vous avez suffisamment d'eau dans la cellulose pour le faire directement par voie sèche, sans solvant. Donc c'est ce que nous on avait fait avec cette étudiante, c'est-à-dire que vous, et notamment avec Solvay, vous pouvez co-broyer la cellulose par voie sèche, pas de solvant, vous la mélangez, vous l'imprégnez soit avec un catalyseur acide ou de l'acide sulfurique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement une dépolymérisation très propre de cette cellulose. Vous partez d'une cellulose qui a à peu près 20 000 unités glucose, à la fin, vous n'en avez plus que 6 ou 7. D'accord ? Et ces petits fragments de cellulose, ils sont beaucoup, beaucoup plus réactifs que la cellulose de départ. Donc, dans une deuxième étape, il vous suffit de rajouter l'alcool et vous obtenez directement votre tensioactif, directement à partir de ce déchet de cellulose.
Alors ça, c'est très très intéressant sur le papier, parce qu'en fait, vous avez une technologie finalement qui est très propre, il y a très peu de produits secondaires, il y a, je dirais, pas de solvant, donc vous n'avez pas la problématique d'éliminer l'eau qui est en fin de procédé, mais bien évidemment, vous consommez quand même de l'énergie pour faire tourner ces broyeurs, et aujourd'hui, cette énergie, elle est majoritairement fossile. D'accord ? Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur ce graphe, c'est de s'apercevoir qu'en fait, cette technologie à l'origine, elle a été mise au point, non pas pour faire des tensioactifs, mais pour faire du glucose. D'accord ? Glucose, et aller refaire de l'éthanol derrière. Donc c'est-à-dire que dans la deuxième étape, vous mettez de l'eau et vous finissez l'hydrolyse de ce que vous avez fait au broyage. Mais lorsque vous voulez faire ça, là encore, la nature est extrêmement sophistiquée. Ça veut dire que si vous ne dépolymérisez pas suffisamment la cellulose, jusqu'à obtenir des tout petits fragments, ces fragments de cellulose, ils ont la capacité de recristalliser dans l'eau. Et ils recristallisent très vite, plus vite que vous pouvez les découper. Ce qui fait qu'au final, les rendements en glucose que vous avez sont relativement faibles. La conséquence de ça, c'est que vous devez broyer la cellulose très très longtemps pour obtenir des tout petits poids moléculaires. Donc vous voyez ici, jusqu'à 12 heures de broyage pour obtenir en gris, ici c'est les rendements en glucose dans la deuxième étape qui vont atteindre 50%. Alors ce qu'on s'est rendu compte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement l'eau c'est le pire solvant. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il vaut mieux, plutôt que d'aller faire de l'hydrolyse de ces déchets de biomasse, il vaut mieux aller faire ce qu'on appelle de l'alcoolyse, c'est-à-dire utiliser des alcools. Pourquoi ? Parce que la cellulose, et ça c'est un exemple criant, elle ne recristallise pas dans les alcools, enfin elle recristallise, mais c'est très très lent, ça vous laisse le temps de faire de la chimie. Et effectivement, si vous faites une alcoolyse ici pour faire ces tensioactifs, plutôt que d'aller vers du glucose, vous voyez, vous pouvez baisser les temps de broyage de 12 heures à seulement 30 minutes. Vous avez ici 50% de rendement. Ça veut dire que si vous êtes capable de baisser les temps de broyage, bien évidemment, vous allez abaisser fortement l'énergie que vous allez consommer. Et on sait ici qu'on est positif en énergie si vous broyez en dessous de 40 minutes. Donc très rapidement, je vais pas m'épiloguer là-dessus, ça a été fait aussi sur la partie hémicellulose. Juste le message pour vous dire ici, c'est qu'on est aussi très très dépendant des impuretés qui sont présentes dans ces déchets de biomasse. Notamment lorsque vous brûlez du bois, vous récupérez des cendres. Ces cendres, elles sont majoritairement basiques, et quand on utilise des catalyseurs acides, vous imaginez bien que si vous avez des espèces basiques, vous venez aussi empoisonner vos catalyseurs. Donc en fait, c'est très très important aussi dans tous ces procédés de regarder le mode de collecte, le mode de production de ces déchets pour s'assurer qu'il n'y a pas non plus certaines impuretés qui vont venir impacter le processus catalytique. Et ça, c'est un des gros problèmes aussi, parce que comme on collecte cette biomasse d'un petit peu partout, on peut avoir des impuretés de différentes natures. Alors au départ, ça va, mais au final, ça peut avoir un impact relativement important. Donc on peut faire aujourd'hui ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie pour voir finalement est-ce que c'est plus intéressant d'aller faire ces tensioactifs non plus à partir de sucre comestible, mais plutôt à partir de paille. Donc ça avait été fait à Bordeaux par l'ISM. Donc effectivement, comme vous n'avez plus les problématiques d'évaporation de l'eau par rapport aux procédés industriels de production de ces tensioactifs, vous limitez la quantité, vous divisez les émissions de CO2 par un facteur de 7. Et puis, vous réduisez aussi la consommation d'eau, donc là c'est intéressant. Maintenant, très honnêtement, si vous regardez l'impact environnemental du procédé, initialement pensant que switcher finalement d'une ressource qui est comestible à un déchet, on va avoir un gain environnemental important, finalement non. Pourquoi ? Parce qu'on se concentre essentiellement sur la partie sucre. Alors la partie sucre est intéressante parce qu'elle permet de faire baisser le coût du produit, mais la majeure partie des impacts environnementaux, ils ne viennent pas de la partie sucre, mais ils proviennent de la partie grasse, donc la partie qu'on vient brancher sur le sucre, comme l'a montré Marc tout à l'heure, qui est issue souvent du palme. Donc vous imaginez derrière les problèmes de déforestation, de biodiversité qu'il peut y avoir. Donc j'irais d'un côté, si vous voulez baisser le coût de ce procédé, bien évidemment, travailler sur la matière première est essentiel, mais si vous voulez travailler sur l'impact environnemental, il vaut mieux travailler sur la partie grasse. Donc il y a une start-up qui a été montée sur cette technologie. Ils exploitent aujourd'hui cette technologie à l'échelle de quelques kilogrammes. Aujourd'hui, toujours principalement pour extraire des sucres de différents déchets de biomasse. Ça part du marc de pomme, marc de café, des déchets de bois, etc. Principalement pour l'industrie cosmétique, parce que là encore, ce sont des sucres que l'on sort à un coût quand même qui sont relativement importants. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire 2 mots encore. 2 mots. Juste une curiosité de laboratoire qui peut vous intéresser.
C'est qu'en fait, je vous ai montré ici quelque chose, c'est le cas idéal, vous êtes sans solvant, etc., c'est joli à présenter, mais bien évidemment, dans la plupart des cas, l'eau reste le solvant de prédilection pour la chimie des sucres, et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'eau? Alors, il y a des choses qui sont en train de revenir à la mode, qui étaient étudiées il y a un bout de temps, on n'entendait plus parler, qui reviennent, ce sont les ultrasons. Et les ultrasons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est assez intéressant. Très simplement, vous allez envoyer une onde ultrasonore dans un liquide, vous allez comprimer et décomprimer votre liquide. Et au moment où vous allez décomprimer votre liquide, toutes les molécules de gaz dissoutes, elles vont venir s'assembler entre elles pour former une bulle qu'on appelle une bulle de cavitation. Cette bulle, elle va croître en surface d'une particule. Et très simplement, lorsque vous allez faire une bulle, au moment où l'onde passe, vous faites une décompression, vous allez absorber le liquide, et à un moment, au moment de la compression, vous allez comprimer la bulle, et il y a un moment, la bulle elle gonfle, hein, et puis elle ne peut plus contenir l'énergie, et à un moment, lorsque l'onde repasse, la bulle elle n'explose pas, elle implose. Et lorsque cette bulle elle implose, en fait déjà lorsque le fait de comprimer et décomprimer le gaz, ça permet de monter en température à l'intérieur de la bulle, hein, c'est exactement lorsqu'on gonfle un pneu avec une pompe à vélo où on sent que ça chauffe. Vous voyez ici, en quelques microsecondes, on parle de 3000 degrés Kelvin à l'intérieur de la bulle. Donc vous avez des conditions extrêmes de température et également de pression. Et lorsque la bulle elle implose, elle envoie toute l'énergie en solution. Donc vous voyez ici, avec la formation d'un jet, vous voyez ici ces vidéos, mais c'est des jets extrêmement puissants. Vous pouvez faire de l'abrasion de surface avec ce type de jet, etc. Et la grande question, c'est de se dire, est-ce que je peux faire de la chimie finalement avec ces bulles et activer des déchets de biomasse, finalement, bypasser certains catalyseurs et faire de l'activation juste avec ces bulles? Et en fait, on s'aperçoit que oui, on peut faire 3 grands types de réactions. À l'intérieur de la bulle, vous avez des conditions extrêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez générer soit des plasmas, vous pouvez utiliser de la chaleur, vous pouvez faire des réactions radicalaires. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses en fait, avec ces technologies. On peut, par exemple, prendre ces déchets de cellulose, sans catalyseur, juste envoyer une onde ultrasonore, et suivant le type de cellulose que vous avez, avoir une dépolymérisation plus ou moins importante de cette cellulose. Vous pouvez, à l'inverse, faire des réactions de pyrolyse, c'est-à-dire commencer à faire l'inverse, faire des réactions de polymérisation de sucre si vous êtes en milieu concentré. Vous pouvez faire de l'oxydation et on peut même faire des choses qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui avec les activations classiques dans le domaine de la chimie. Vous pouvez par exemple activer de l'ammoniac. Ça a été fait avec l'Institut chimie séparative de Marcoule. Si vous remplissez des bulles de cavitation d'ammoniac, vous pouvez craquer l'ammoniac et utiliser l'ammoniac par exemple pour faire des réductions d'oléfine en alcane, finalement ici sans source extérieure d'hydrogène, sans catalyseur, juste en utilisant l'ammoniac et une onde ultrasonore. Donc ça vous montre un petit peu le potentiel de rupture que représentent aujourd'hui ces technologies. Et c'est autant de technologies aujourd'hui, alors bien évidemment c'est la recherche très très amont, on est très très loin de l'échelle industrielle, mais en fait ce sont vraiment des technologies sur lesquelles en fait, l'arrivée de toutes ces biomasses permet d'amener beaucoup d'innovation et de recherche en rupture derrière. Donc je vais skipper ça, je vais aller directement à la conclusion. Le message, c'est quoi? C'est de dire que je pense que l'électrification aujourd'hui de la société permet de repenser justement un petit peu les modes d'activation des molécules, de repenser un petit peu différemment la manière dont on fait de la chimie. Et je suis sûr que les jeunes chercheurs vont probablement être le témoin de changements très très importants dans le domaine de la chimie. Et 2 messages importants si vous travaillez avec les déchets végétaux. Le premier, on le martèle toujours, mais c'est qu'un produit biosourcé n'est en aucun cas un produit durable. Il faut le démontrer. Ce n'est pas évident. Et puis, je crois qu'il n'est pas toujours très judicieux d'essayer de rentrer en compétition avec les ressources fossiles qui sont procédés extrêmement optimisés. Et vaut mieux finalement, plutôt comme les émarques, d'aller casser toute cette biomasse, plutôt tirer profit de cette complexité moléculaire pour essayer d'amener des nouvelles choses. Et pendant très longtemps, on a opposé, je dirais, chimie biosourcée à chimie pétrosourcée. Le débat, il n'est pas là aujourd'hui. Il est plutôt entre recyclabilité et biodégradabilité. C'est-à-dire biodégradabilité, majoritairement les molécules qui sont destinées à être dispersées dans l'environnement, cosmétiques, détergents, etc. Il y en a plein. Et recyclabilité, par exemple, pour des matériaux pour lesquels on veut une durabilité. Et là, justement, on ne va pas chercher biodégradabilité, mais dans ce cas-là, il faut mettre en place les chaînes pour aller recycler ces matériaux. Donc voilà, c'était une overview à peu près globale pour vous montrer quand même que derrière ces déchets de biomasse, mis à part ces histoires d'approvisionnement, ça soulève derrière des verrous scientifiques qui sont
extrêmement important. Et je pense qu'il va falloir laisser le temps au temps pour que la science, on ne pourra pas switcher du fossile comme ça au renouvelable juste par un claquement de doigts en 5 à 10 ans. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.